de Chikapa et l'autre sur le vrai rôle des tribunaux de commerce. Nous serons également en liaison directe avec Goma où notre consoeur Nafissa Ramazani nous prépare un plateau spécial. Mais avant d'y aller, place d'abord à l'actualité de dernière minute. Bienvenue aux 20h. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis le samedi soir à Goma, dans le Nord Kivu. Au deuxième jour de sa visite de compassion, le président de la République a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé l'agenda de sa tournée dans cette partie du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se rendra notamment à Beni, à Bunia et Kasindi. Les moments forts de cette conférence de presse dans ce compte-rendu de Giscard Koussema, Kazou Kazadi et Chichimbita. Il aurait bien voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les Nord Kivu. Comme j'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est, parce que là, nous sommes à l'étape du retour des déplacés, donc c'était très important d'être là pour déjà ne plus que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Beni et Butembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire un mois après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège, à la fois au nord Kivu, mais également en Ituri. Donc, je vous l'annonce là, dans quelques jours, j'irai aussi en Ituri pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège, des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Mais dans l'ensemble, je dirais, il y a un satisfecit. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi le chef de l'État se rendra également à la frontière ougando-congolaise de Kasindi pour y rencontrer son homologue Yoweri Kaguta Museveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Beni, je me transporterai vers Kasindi où je rencontrerai mon homologue ougandais avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda, en passant par Kasindi, pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent de la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef d'État a présenté Dr Henry Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalier de la plume en l'espace de 48 heures. Et pendant ce temps, la chaîne de solidarité voulue par le président de la République continue d'apporter ses fruits. Chaque jour, ou presque, des avions cargo atterrissent sur Goma avec de l'aide humanitaire. Ce dimanche, c'était au tour de DP World de fournir 20 tonnes de matériel d'assistance aux déplacés. Encore une fois, Giscard Koussema au commentaire de ce reportage. Visible éruption volcanique du 22 mai dernier, une chaîne de solidarité s'est organisée en faveur de déplacés de la ville de Goma, dont les maisons d'invitation ont été complètement décimées par la lave de Nyiragongo. Et les ponts aériens entre Nairobi et Goma, ce dimanche était au tour de DP World d'apporter sa contribution. Dans cet avion cargo, 20 tonnes d'assistance humanitaire s'ajoutent à la mobilisation nationale en faveur de sinistrés de Goma. Présent dans la ville depuis les premières heures qui ont suivi la catastrophe,
Les conseils spéciaux du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, a réceptionné ces lots. Il canalise l'aide pour une meilleure distribution. Le président de la République s'est impliqué personnellement dans cette catastrophe de Goma. D'ailleurs, il est arrivé lui-même ici pour superviser les choses. Et il nous a envoyé ici depuis plus de 10 jours maintenant pour travailler à la réception de tout ce qu'il a mobilisé au niveau international. Le président de la République a mobilisé aussi bien ses pairs présidents, mais aussi des sociétés privées. Il a mobilisé tout le monde pour que la population de Goma ne soit pas démunie et surtout dans cette période malheureusement de catastrophe humanitaire. Alors ici, nous sommes en train de recevoir de la part de DP World des dons qui sont des non-vivres. C'est-à-dire qu'on a des moustiquaires imprégnés, on a des ustensiles, on a des draps. Vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés malheureusement qui vivent à la Belle Étoile. Et donc en fait le président a demandé que nous ayons une approche globale de la réponse, c'est-à-dire aussi bien en vivres, en non-vivres et en médicaments. En visite des compassions à Goma, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce lundi les bénéficiaires et échanger avec eux sur les réponses concrètes au sujet de leur prise en charge. Et on parle encore solidarité pour Goma avec cette caravane humanitaire et sanitaire qui se prépare pour venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique du Nyiragongo. L'appel est lancé pour une contribution. Elvira Panzou nous donne de plus en détails dans ce reportage. Les collectifs SOS Nyiragongo, présentés par l'organisation caritative et culturelle L'Étoile d'Afrique, sous les hauts patronages de la conseillère spéciale du président de la République en charge de la jeunesse et des violences faites aux femmes, Madame Chantal Yeloumulop, organisent une caravane humanitaire et sanitaire à travers le Nord Kivu et sa sous-région afin de venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier à Goma. La présidente de cette organisation internationale à vocation panafricaine, Princesse Yav Marilyn, a indiqué que le but de ces points de presse est d'interpeller les donateurs et sponsors afin de réunir au plus tôt le fonds et envoyer la première caravane de santé au lieu du drame. On interpelle le peuple congolais et le monde entier parce que quand un volcan s'énerve, se fâche, manifeste sa colère, ça ne déstabilise pas que la population de Nyiragongo. La crise, elle est humanitaire, oui, mais elle est aussi et surtout écologique. Et ça dépasse l'humain. J'espère que dès lundi, les tiroirs caisses vont s'ouvrir pour qu'on puisse déjà envoyer la première caravane de santé de notre partenaire, de ce membre de collectif. La présidence de la République nous soutient, nous accompagne. La présidence de la République, déjà, Madame Chantal Yeloumulop est en charge de la violence faite aux femmes et de la jeunesse. Donc, nous l'accompagnons pour justement que la prise en charge de la jeunesse soit menée à bien. Toute personne violentée n'a même pas les moyens de se défendre, d'aller en justice, parce qu'il n'a pas l'argent. Donc, si le collectif peut accompagner dans ce sens-là, nous, comme on dit, on ouvre la porte. Le rôle du collectif, c'est de battre le tambour pour que l'argent sorte. C'est ça notre rôle. Notez que cette campagne est également un appel d'urgence humanitaire et sanitaire pour assister dignement, selon les traditions africaines, la population des Goma et de la sous-région déjà meurtrie par les conflits armés. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est cette solennité que célèbre ce jour l'Église universelle catholique. À Kinshasa, une messe spéciale a été dite en la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe en présence de plusieurs personnalités du pays, parmi lesquelles le Premier ministre ou encore le président du Sénat. Pati Tondouango, notre consoeur, a pris elle aussi part à cette célébration eucharistique. Elle nous en fait le compte rendu. Si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel les garde la ville, c'est lui qui la garde et veille en vain. Cette parole des Saintes Écritures a été bien discernée par les premiers ministres Jean-Michel Samalukonde Kyenge et les présidents des deux chambres de parlement Christophe Mbosso Kodiapwanga et Modeste Bahati Lukwebo qui ont la charge de conduire au bon port la destinée du peuple congolais. Ces derniers ont pris part à la messe des célébrations de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et des prières de soutien au pape François pour que l'Éternel l'assiste dans sa lourde charge de conduire l'Église catholique.
Une messe concélébrée par le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero et l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. Tiré du 19e chapitre de l'évangile des Jean, du 31e au 37e verset, l'officiant du jour a axé son homélie sur l'amour basé sur la vérité et la liturgie interprète le langage du cœur de Jésus-Christ qui est le témoignage de l'amour qui s'est traduit en sacrifice de soi. À travers le cœur humain de Christ, nous avons accès au cœur même de Dieu, à son amour et à Dieu lui-même qui est en nous. C'est l'amour de Jésus qui nous indique le chemin à parcourir, parce qu'il est lui-même le chemin. Le service du pape François est un service d'amour. Voilà pourquoi, en cette solennité du Sacré-Cœur, il est approprié de prier Dieu et de le remercier pour le service du pape qui nous aide à aimer Dieu. Comme pasteur de l'Église en RD Congo, nous prions pour ceux qui gouvernent le pays et qui aujourd'hui sont aussi fortement représentés par les sommets de l'État. Nous prions aussi pour le président de la République. Aujourd'hui est son anniversaire, il se trouve à Goma, qu'il puisse s'inspirer au Sacré-Cœur pour soulager la population de ce pays qui souffre. Après l'Eucharistie, les cadeaux symboliques étaient remis aux évêques venus des différentes provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo pour immortaliser leur passage à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe qui célèbre ce dimanche 13 juin son patronat. 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. La campagne nationale se poursuit. Ce samedi, F. Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, a conduit quelques députés nationaux au parc animalier de l'Intélé. Sur place, ils ont planté plusieurs arbres, lutter contre le réchauffement climatique. L'objectif reste le même. Francine Atomissi. Matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est le cheval de bataille de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Ce samedi 12 juin 2021, elle a sensibilisé les honorables députés nationaux au plantage d'arbres au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Kimpoko dans la commune de Lantsele. La patronne de l'environnement a saisi cette occasion pour inviter les élus du peuple à relayer ce message dans leur circonscription électorale. Pour donner un caractère pédagogique à cette action, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a énuméré quelques vertus de l'arbre qui accompagnent l'homme toute sa vie jusqu'à sa dernière demeure. La République démocratique du Congo est l'un des foyers les plus importants va protéger l'humanité par rapport à ses potentialités environnementales. Pour l'honorable Constantin Benguele, président de la commission environnement qui a représenté le président de l'Assemblée nationale à cette cérémonie, l'humanité a compris l'importance de l'arbre dans la lutte contre le réchauffement climatique et autres catastrophes naturelles. Il y a des déforestations partout à travers la ville de Kinshasa, mais je pense qu'il faut, en tant que député, nous allons dénoncer ces phénomènes pour que ça s'arrête, parce que là, nous avons tous pris d'habitude d'ériger de grands immeubles dans tout l'espace de la parcelle sans laisser aucun espace pour la verdure. Pour lier la parole à l'acte, les honorables députés nationaux ont planté chacun 10 arbres en guise d'un engagement pour pérenniser cette action. Ravin, érosion, de termes génériques devenus presque vedettes dans le quartier Kimwinza, dans la commune de Mongafula. Les pères jésuites qui logent ce coin se préoccupent de son état. Après avoir sensibilisé les bailleurs et le pouvoir public, ils ont réuni ce samedi la communauté locale pour requérir son accompagnement. Edi Chala. L'accès à Kimwinza est menacé. Les ravins gagnent du terrain et des investissements s'effondrent. Les princes de l'église catholique de la mission Kimwinza, dans leur rôle social, ne s'avouent pas vaincus pourtant. Avec toute la communauté locale, représentée par les notables, jeunes, organisations de la société civile, veulent rassurer la population du début imminent des travaux de lutte contre ces ravins. 2 experts de la Banque mondiale étaient également de la partie
et les études de faisabilité sont en cours. Il faut encore un peu de patience. Le cardinal Fridolin Ambongo était ici avec Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC il y a peu, pour qu'il porte haut la voix de ces Quinois qui s'enclavaient petit à petit, comme rien n'était fait. Notre implication à la sensibilisation, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Notre plaidoyer au décaissement, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et aussi, notre implication dans l'éducation des familles, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui aussi. Mais vous savez, on ne se fatigue pas de donner des sacs, on ne se fatigue pas avec des solutions intermédiaires, mais qui ne sont pas efficaces à la longue. Nous interpellons le ministre des Infrastructures, celui de l'Aménagement et celui de l'Urbanisme et Habitat pour débuter les travaux qui ont traîné et qui font pleurer des familles. Chacun, en ce qui les concerne, doit mettre la main à la pâte dans la gestion des eaux de pluie. La participation communautaire est un rempart dans la lutte anti-érosive. Et si vous avez l'habitude d'emprunter la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre l'échangeur de Limité jusqu'à l'aéroport de Ndjili, veuillez prendre vos dispositions dès ce lundi, car la direction générale de l'Office de route annonce le démarrage dès ce lundi 14 juin de la première phase de travaux d'aménagement de la voirie rapide, tel que prévu dans le programme d'urgence du chef de l'État. Ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Sarfricas vont concerner d'abord la section comprise entre le Saut de Mouton de Marché de la Liberté et celui du site de Mokali sur une distance de 1,4 km. Pendant ce travaux, il s'observera un ralentissement du trafic entre ces deux ouvrages. Les dispositions sont prises pour que ce désagrément soit de courte durée. C'est signé la direction générale de l'Office de route. Adel Kaïnda veut tout savoir sur la gestion de la régie de voies aériennes. La ministre d'État au portefeuille a pour ce faire réuni le personnel de la RVA et les syndicalistes. Les échanges sans langue de bois, nous rapporte Angèle Lando-Maliala. Mais en République démocratique du Congo, avoir l'énergie électrique est un privilège. Le jargon des abonnés s'est enrichi de mots tels que délestage, coupure intempestive du courant, soulever des câbles et autres. L'énergie électrique, on en a à compte-gouttes dans certains quartiers, pendant que dans d'autres, on peut faire 1 mois, 1 année, 2 ans, voire 3 ans sans électricité, avec pour conséquence l'insécurité entraînant le vol et les viols et les naissances non désirées. Pour répondre aux préoccupations des abonnés, le comité de gestion s'est justifié devant la ministre d'État en charge du portefeuille. Plusieurs questions ont été posées par les experts. La surfacturation, le problème des journaliers qui ont fait plusieurs années sans être engagés, le délestage prononcé alors que la Société nationale d'électricité possède 2640 cabines sur tout le territoire national et la plus longue ligne du courant de 1754 km, ce qui constitue un atout pour la République démocratique du Congo. À la distribution, on a eu un sérieux problème qui est un boom de développement des villes, comme la ville de Kinshasa qui est passée de 3 millions à 15 millions d'habitants. Donc là où il y avait une cabine qui alimentait une petite maisonnette ou 10 maisonnettes, il se retrouve un immeuble qui a besoin de la capacité de 2 fois ou 3 fois la cabine existante. Les câbles, les canalisations ne sont plus en mesure d'alimenter cet immeuble. Ce qui fait les câbles étant vétustes se sont retrouvés rapidement surchargés. Donc les 2500 cabines que nous avons, pour la plupart. La princesse Adel Kaïnda Maïna tape du poing sur la table. La SNEL doit s'occuper des abonnés qui sont une priorité pour eux. L'électricité doit être un droit. Et nous prenons à présent la direction de Goma dans le Nord Kivu pour cette liaison directe avec notre consoeur Nafissa Ramazani qui est déjà sur son plateau spécial. Nafissa, les nouvelles de Goma. Nafissa, les nouvelles de Goma. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du journal depuis Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'actualité, c'est le séjour à Goma du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, une mission particulièrement humanitaire des suites de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Les attentes des habitants de Goma sont nombreuses. C'est entre autres la solution idoine à la persistance de l'insécurité à l'est du pays. Son propos recueilli par Laurent Nyangue, James Kisubi, Roger Monga et Michel Moutabisha.
est arrivé à Goma. Ce que nous attendons de lui, c'est que d'abord, parce que la question sécurité de la province de Nord-Kivu lui préoccupe, ce qui l'a poussé à décréter un état de siège au niveau de la province, mais nous voulons que vraiment cet état de siège ne puisse aller trop loin parce que c'est une situation exceptionnelle. Or, nous avons des problèmes de la population qui doivent être traités par l'Assemblée provinciale, mais aussi l'exécutif provincial. Nous croyons que cette situation va vite passer. Mais nous croyons aussi que nous avions dit au chef de l'État la fois passée qu'il y a des problèmes au niveau de la province Nord-Kivu, notamment les tracasseries qui se trouvent au niveau de la douane de Kassindi, où les commerçants sont tracassés. Il y a plus de 20 services au niveau de cette barrière. Nous croyons qu'à cette frontière, qu'on puisse limiter le nombre de services à 4 comme la loi le demande. Nous pouvons dire comme les enfants le disent, papa et les Siri. Nous, c'est pas que nous avons besoin de manger seulement ou de prendre des bonbons, mais nous avons besoin de la paix. C'est ça, ce dont nous avons besoin à travers la province du Nord-Kivu. Tous les Nord-Kivusiens, du plus petit au plus grand, nous avons besoin de la paix. Nous savons que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est encore ajouté au malheur des Nord-Kivusiens, c'est l'éruption du volcan Nyiragongo. Et il y a eu des victimes. Les victimes, beaucoup de gens ont perdu leur maison. Et il y a des déplacements de la population. Nous croyons que le chef de l'État va résoudre, tant soit peu, les difficultés de cette population. La seule recommandation, c'est qu'il serait pertinent que l'on note que certains leaders locaux qui ont des contacts ou qui parlent avec quelques chefs de guerre ne doivent pas être indexés négativement. Il faut plutôt prendre leur présence positivement afin de les utiliser à nous ramener ces groupes armés qui sont en contact avec eux. Parce qu'on a eu l'impression que tout le monde qui peut avoir un coup de téléphone avec un chef rebelle est immédiatement vilipendé, alors qu'on peut stratégiquement optimiser ce contact-là pour aller vers la paix. Et beaucoup de gens ici, même s'ils gardent trop silence, beaucoup ont la capacité de contacter ceux qui sont en brousse. Il faut les utiliser. Ça, c'est juste un appel que je lance. Et il faut noter aussi que l'état de siège ne devrait pas s'analyser comme un état de non-droit. Depuis un temps, les tribunaux ne fonctionnent plus parce qu'on a tout confié aux tribunaux militaires. Mais quand nous faisons l'analyse de l'ordonnance instituant l'état de siège et l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège, on note que les tribunaux pouvaient continuer à travailler à l'exception des compétences pénales qui seraient dévolues aux juridictions militaires. Le pays pourrait appuyer la société Nourou, une société privée qui produit le courant électrique à Goma à partir d'une centrale solaire. Ces propos sont du conseiller spécial au cabinet du chef de l'État en charge des infrastructures après la visite des installations de cette centrale. Les détails dans ce reportage de Michel Montabécha. Conseiller spécial au cabinet du chef de l'État, Alexis Kayombe Batombe, en charge des infrastructures, a visité ce dimanche 13 juin à Goma les infrastructures de la société Nourou qui produit le courant électrique à partir de la centrale solaire localisée en Ndosho avec une capacité de 1,3 MW. Le conseiller du chef de l'État a apprécié l'initiative de la société Nourou qui s'est équipée d'outils innovants qui permet de fournir à une partie de la population de Goma une énergie stable et de qualité. C'est important que pendant mon séjour ici, que j'accompagne le chef de l'État, je me suis dit qu'il faut que je me rende sur place pour voir des petites sociétés qui investissent dans l'extrait de l'énergie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pour encourager aussi d'autres sociétés. Et là, je parle beaucoup plus aussi de l'entrepreneuriat congolais. C'est un secteur aujourd'hui qui est vraiment très très demandant. De façon que les Congolais qui veulent bien investir dans ce secteur puissent aussi profiter puisque le besoin est vraiment énorme.
sera avec lui sur tous les financements sur la capitale. Et ils investissent puisqu'il y a un financement important. Ils sont beaucoup respectés sur le plan international. Ils ont des partenaires puisqu'ils ont déjà réalisé de grands projets. Et ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est quand Jonathan me dit qu'ils voulaient bien répliquer ça puisqu'ils ont comme objectif de fournir de l'énergie plus ou moins 5 millions de Congolais d'ici 2 ou 3 ans. Mais c'est un grand défi. Mais nous sommes que plus ou moins 80 à 100 millions pour le recensement. Donc vous pouvez déjà imaginer si nous avons 3, 4 ou 5 sociétés comme nous, ces 5 sociétés qui peuvent faire des partenaires avec nous dans d'autres provinces, dans d'autres coins de la grande province de Grand Kivu. Donc ça peut quand même aider la population. Allez-y. Bientôt, les sites miniers sur l'axe Ngungu Kibabi, nous sommes en province du Nord Kivu dans le territoire de Massissi, seront desservis en eau potable, ce grâce aux matériaux de construction pour la canalisation des eaux rendus disponibles par la coopérative des exploitants miniers artisanaux dans le territoire de Massissi, Coopérama, en sigle. Le secrétaire général de cette coopérative, Jota Maoué, a supervisé cette activité. Un reportage qui est signé Laurent Yangitaki. La coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi Coopérama, en collaboration avec Sakima, CDMC et SAEMAP, vient de rendre disponibles les matériaux de construction hydraulique à des sites miniers de l'axe Ngungu et Kibabi. La distribution et le lancement officiel de ce projet de viabilisation ont été faits par le secrétaire général de la Coopérama, Jotam Ouemeye, en présence de nombreux partenaires, collaborateurs et toutes les parties prenantes au projet. Des tuyaux, des motopompes, des bêches et bâches et d'autres matériels ont été rendus disponibles dans la perspective d'améliorer les conditions du travail et accroître la production minière dans les sites gérés par la Coopérama, a dit Jotam Ouemeye. Notre objectif, c'est pour lancer le projet de viabilisation dans les sites miniers de la Ngungu. Et nous avons estimé qu'il est important que nous puissions d'abord approvisionner le matériel d'exploitation artisanale dans les sites de Birambo et dans les sites de Luis. Et l'objectif, c'est pour que la production minière dans cette partie d'Ngungu puisse augmenter. L'impact est certainement visible dans la mesure où ce projet d'abord va permettre qu'il y ait l'encadrement de beaucoup de jeunes. Vous voyez par exemple pour ce site que je viens de considérer comme site pilote qui compte 330 exploitants artisanaux miniers. Déjà avec le projet, nous allons tripler les nombres, donc de manière qu'on va aller jusqu'au niveau de 1000 jeunes qui seront déjà employés dans la mine. Avec 1000 jeunes qui seront employés dans la mine, d'abord, ça va réduire la tendance d'aller dans les groupes armés, la tendance d'aller dans les kidnappings, la tendance de rester dans la cité d'Ngungu sans rien faire et le banditisme augmente. Et donc nous serons en train nécessairement de réaliser un projet qui va encadrer la jeunesse. Le secrétaire général de la Coopérama, Jotam Ouemeye, a mis à profit sa mission de Massissi pour sensibiliser pour le respect de la loi relative à l'exploitation minière dans notre pays. La coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi Coopérama, ministre national de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, bonsoir. Bonsoir madame. Quelle est la symbolique de la visite du chef de l'État avec son épouse à Goma? La première symbolique, c'est d'abord la solidarité, la compassion. Vous savez que depuis le 22 mai dernier, la province du Nord Kivu a été touchée par cette éruption du Nyiragongo. Le président de la République, qui en ce moment-là était séjour à l'étranger, est revenu vite à Kinshasa pour s'assurer que le gouvernement prépare son intervention. Le gouvernement l'a fait. Le Premier ministre était ici la semaine dernière et le président de la République a tenu personnellement avec la distinguée Première Dame de venir au chevet des populations qui ont été touchées pour s'assurer que le travail qui a commencé par le gouvernement se renforce, s'assurer que les déplacés qui sont de retour retrouvent leur domicile dans les bonnes conditions, que l'appui humanitaire soit accordé, que les enfants retournent à l'école.
Voilà le sens de cette visite du président de la République. C'est d'abord dans ce cas de la campagne, mais c'est aussi, vous le savez, Goma est une province sous état de siège, c'est aussi faire le point de la situation sécuritaire parce qu'il faut répondre aux conséquences de l'éruption, mais il faut répondre aussi aux demandes de la population de Goma que nous avons suivies tout à l'heure. Quelles sont les priorités du gouvernement pour la gestion de la pré-éruption volcanique? Les priorités sont toutes simples. C'est des priorités qui ont été définies avec le gouvernement provincial. La première priorité, c'était d'assurer le retour suivant le plan qui a été bien coordonné et bien planifié des populations déplacées qui étaient dans plusieurs axes. Il y en avait à Saké, il y en avait dans le Rutshuru, il y en avait dans le Sud Kivu, il y en avait à Calais. Il fallait s'assurer que tous reviennent dans des conditions de quiétude. Il fallait s'assurer aussi que les enfants reprennent l'école. Je crois que les enfants reprendront l'école demain parce qu'il fallait prendre cette semaine pour faire une évaluation. Les services compétents devaient faire une évaluation, notamment le corps de protection civile, pour voir si les écoles ont été touchées ou endommagées par les séismes et les différents tremblements de terre, voir quel est l'appui qui pouvait être donné dans ce sens-là pour s'assurer que tout revienne à la normale. Et à ce stade, on doit dire que les choses ont été plutôt bien faites. Il y a un hôpital militaire, il y a le génie militaire qui va se déployer aussi pour aider à reconstruire des maisons de abri qui ont été touchées. Je crois que c'est tout le sens de l'importance de cette visite du président de la République. Vous êtes porte-parole du gouvernement. État de siège, où en est-on? L'état de siège, vous savez, madame, c'est une décision, la première d'ailleurs, que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement, qui est la conséquence des demandes. Vous savez, la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri et même du Sud Kivu, de manière générale, ils demandent la paix. Ils veulent la paix. Ils ont demandé au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées, de prendre toutes les dispositions à son niveau pour que la paix revienne. Et donc, l'état de siège, c'est un régime que prévoit la Constitution qui donne le pouvoir aux hommes en uniforme, les militaires et les policiers, pour que, suivant l'ordonnance de modalité d'application des mesures de l'état de siège qui a été prise par le président de la République, qui mettent tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener la paix. Nous avons passé le cap du premier 30 jours et nous sommes plutôt contents des signaux. Le Premier ministre l'a dit ici, lorsqu'il était ici à Goma, qu'il y a eu beaucoup de redditions. Le Premier ministre a reçu une délégation de certains de ses miliciens qui ont décidé de déposer les armes. C'est un signe positif. Il y a des localités qui ont été reprises. De routes qui ont été rouvertes. Ça veut dire que l'état de siège est en train de donner du résultat. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire à ce stade parce qu'il y a encore l'activisme de ces barbares qui continuent dans leur débandade, dans leur furie, d'endeuiller nos populations. C'est pourquoi le gouvernement exprime toute sa compassion, ce soutien, et que toutes ces attaques que la population subit, c'est une formule pour eux de montrer qu'ils sont dans les désespoirs. Ils posent des actes d'une violence inouïe, ils en font la publicité pour que les gens aient l'impression que l'engagement de nos forces armées ne produit pas des résultats. Au contraire, c'est parce qu'il y a cet engagement fort, et le président de la République l'a redit aujourd'hui, lui-même, il ira à Béni parce qu'il est aussi question de montrer aux compatriotes de là-bas que le gouvernement, que le président de la République est avec eux. Il ira en Ituri pour montrer qu'il n'y a aucune partie du territoire national qui doit nous aider. Et donc, nous sommes plutôt contents du fait que l'état de siège a commencé à se mettre en place. Nous allons nous assurer en tant que gouvernement d'apporter l'accompagnement nécessaire à nos forces armées et aux gouverneurs militaires qui ont été mis en place pour que les résultats voulus, les objectifs poursuivis puissent être atteints. Excellence, Monsieur le ministre national de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, nous vous remercions d'avoir accepté d'être notre invité. Mais c'est moi qui vous remercie parce que nous avons voulu que la population de Goma et de toute cette partie du pays sache que nous sommes très solidaires. Et d'ailleurs, je ne saurais terminer ces propos sans dire le vœu du gouvernement, du Premier ministre en premier, au président de la République qui célèbre ses 58 années d'anniversaire dans la ville de Goma. C'est symbolique, ça dit tout l'attachement que le président de la République et la distinguée première dame ont pour la population de cette partie du pays. J'espère que dans le jour qui viennent, nous aurons l'occasion
d'approfondir davantage sur les axes et les actions du président de la République, ce qui sera déployé ici dans cette province du Nord Kivu. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'en est fini pour cette deuxième partie du journal. Patrick Michel Moukoui, nous vous rendons l'antenne. Merci beaucoup, cher Nafissa Ramazani, pour toutes ces nouvelles. Depuis Goma, nous revenons, disais-je, à Kinshasa pour poursuivre avec cette édition. Place à présent à la partie magazine. Semaine pleine en activité pour le président de la République qui a reçu le résultat de consultations préliminaires sur la stratégie régionale face à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Résultat, lui, présenté par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Pierre Kibambeso Moïsa revient sur ce sujet comme tant d'autres qui ont marqué la semaine du président. La coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine est au beau fixe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec la ministre sud-africaine de la Défense et des anciens combattants, Nosidi Napassa, au terme d'une réunion bilatérale entre les délégués de la RDC et de la RSA. La ministre sud-africaine a dit avoir fait le rapport au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, de la réunion bilatérale au cours de laquelle les deux parties ont exprimé leur détermination de combattre et de neutraliser les forces négatives dans la partie est du territoire national. Et une forte délégation angolaise composée de la ministre d'État en charge des affaires sociales, Caroline Circuila, du général Francesco Pereira, ministre d'État et chef de la maison de sécurité du président angolais, et de Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères, est venu rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. La délégation a fait part au chef de l'État de la tenue du 4 au 8 octobre 2021 d'un forum sur la paix qu'organisera l'Angola avec le concours de l'UNICEF et de l'UNESCO, forum auquel le président de l'organisation panafricaine est vivement attendu, a indiqué la ministre d'État angolaise aux affaires sociales. Je suis venu rendre compte des résultats des consultations préliminaires sur la stratégie régionale approuvée par le secrétaire général des Nations Unies et partagée avec les signataires de l'accord cadre et les membres du Conseil de sécurité. Propos de Wang Zia, envoyé spécial du secrétaire général Antonio Guterres dans le Grand Lac, reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a précisé au sortir de cette entrevue que des voies et moyens sont examinés en vue d'élaborer un plan d'action pour traduire en action cette stratégie relative à la situation sécuritaire dans les Grands Lacs, dont les priorités sont le renforcement de la confiance entre les différents pays de la région, la lutte efficace dans la neutralisation des forces négatives dans la partie orientale de la RDC et la lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a participé à la rencontre. Accompagner le président de la République dans son vaste programme de développement de la RDC, c'est la mission que s'est assignée l'association Femmes d'Exception. Reçues à la Cité de l'Union africaine, les femmes d'exception ont échangé avec le chef de l'État sur leurs projets et les différentes questions d'actualité, l'urgence de l'aide humanitaire aux populations de Goma après l'éruption volcanique du Nyiragongo, la contribution des femmes à la gestion du numérique, la nomination des femmes dans les entreprises de l'État notamment. Dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat des Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encouragé les jeunes de l'ONG Mopepe et COCAR venus lui présenter leur projet Mopepe Solutions, qui se veut le premier service de mobilité à énergie électrique et solaire d'Afrique centrale.
Pas une semaine sans information, les bonnes comme les mauvaises, il y en a eu ces 7 derniers jours. Sur nos antennes, vous avez suivi le reportage sur le drame de Maïndombe qui a fait 13 morts et 10 blessés. Les victimes étaient à la recherche de chenilles sous un arbre qui est tombé sur elles. Vous avez également suivi les activités autour de la journée de l'arbre célébrée le 5 juin dernier. Retour sur l'actualité de la semaine avec à la sélection et aux commentaires Françoise Boelawaki. La commune de Maluku choisit pour donner le ton de la journée internationale de l'arbre. Des arbres ont été plantés par quelques membres du gouvernement pour répondre à l'invitation du chef de l'État de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2033. Lancement de la récolte des maïs au centre pilote Mzé Laurent Désiré Kabila Kanyamaka CC pour la saison culturelle 2020-2021. Plusieurs tonnes ont été produites. La moisson va inonder les marchés de Lubumbashi, Kamina, Likasi notamment. Drame au village Kidonga Massimanimba à la recherche des chenilles. 13 personnes ont trouvé la mort et 10 autres blessés. Un gros arbre en partie brûlé est retombé sur elle. Une mission du gouvernement a été dépêchée sur place. Bilan des 30 jours de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. 26 élèves kidnappés ont été remis à leur famille. 39 éléments ADF neutralisés, 5 capturés. Plusieurs sanctuaires Kijé démantelés. Reprise des activités agricoles et économiques. La police renforce le contrôle du port correct des masques dans les transports en commun, morgue et funérarium. Une réunion de commandement a décidé de contraindre les Kinois à respecter les gestes barrières. L'Omami est compté parmi les provinces touchées par la Covid-19. Les résultats ont été confirmés par le laboratoire de Mbujimaï. La population est appelée à ne pas paniquer. Un éléphant crée la panique à Lukula au Congo central. Depuis une semaine, il a ravagé des champs et fait des blessés et tué une personne. Le village Nsensé vit dans la psychose. L'ICSN est mise à contribution. Les premières infrastructures des 9e Jeux de la francophonie sortent de terre au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Le site a été visité par les ambassadeurs des pays membres de la francophonie. Les activités ont repris en Ituri. Les taximans sont les plus heureux. L'hôpital de Niakoundé, attaqué il y a peu, accueille à nouveau les malades et l'école reprend le lundi. Engorgement des prisons à Makala et Andolo, le risque de propagation du Covid-19 est énorme. Pénurie des médicaments, constat déplorable fait par le ministre des Droits humains. Lancement d'une série de tables rondes à l'initiative de la FEC dans le cadre du projet Renaissance. La FEC descend dans l'arène pour séduire différentes cibles pour se faire connaître du grand public. Opération séduction pour la candidature de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Cette semaine, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé l'initiative au Botswana, en Eswatini et au Malawi. Les interrogations se multiplient autour de la prise en charge des malades de la Covid-19. La situation est encore plus alarmante dans certaines provinces comme au Kasaï. La ville de Chikapa, par exemple, manque de sites d'isolement pour les malades. À cela s'ajoute le relâchement dans l'observance de gestes barrières. Notre confrère Franklin Kalombo a fait le contour de la question et nous propose son dossier. Le constat est amer. Nous sommes passés surtout à des endroits de forte fréquentation. Les gestes barrières de lutte contre la Covid-19 ne sont plus respectés pendant cette période où la province du Kasaï enregistre des morts chaque jour qui passe, des personnes testées positives à la 3e vague de la Covid-19. Le cache-nez ne sont plus portés correctement, le point de lavage de main n'existe plus et là où ça existe, le tank sont sans eau à l'intérieur. Mais pourquoi le relâchement de tous ces gestes barrières par la population de Chikapa? Quelques Chikapiens réagissent. Je m'appelle Chimanga, je suis conducteur de moto-taxi. Selon moi, la maladie de coronavirus n'existe pas. Nous n'étions pas au courant de la diversité de tout, de la variabilité de tout. Et aujourd'hui, la variable coronavirus
intégrée à notre tout qui est saisonnière, nous devons faire très attention parce que nous avons ce métissage culturel. Eh bien, nous devons changer notre perception par rapport à la maladie Covid. Nous devons changer notre attitude, nous devons changer notre mentalité pour qu'effectivement savoir que nous devons renforcer les mesures barrières. La province du Kasaï, par l'entremise du ministre provincial de la Santé, Ferdinand Champampoy, qui alerte sur le danger de cette troisième vague de la COVID-19, revient ici sur le nombre de personnes déjà confirmées positives sur l'ensemble de la province. La situation est telle que nous sommes à 32 cas de personnes testées et confirmées positives en rapport avec la maladie à coronavirus. Et que 3 personnes sont déjà décédées, donc 3 morts, 4 personnes sont sorties guéries et que 15 personnes sont sous traitement en ce moment où je vous parle. Comment se fait alors la prise en charge de toutes ces personnes malades, car la ville de Chikapa ne dispose pas d'un site d'isolement? Nous n'avons pas un site d'isolement où nous pouvons interner les malades. Le site de Kachomou, qui a été construit au niveau du village Kachomou, a été pillé, complètement pillé, ce qui est tout à fait anormal. Un conseil des ministres extraordinaire a été tenu en ce jour par son Excellence M. le gouverneur de province à l'interne, son Excellence Gaston Collet. Nous avions décidé qu'avec les moyens du dépôt, nous puissions dans un premier temps trouver un site provisoire où nous pouvons interner les malades. À elle seule, la province est dans l'incapacité de faire face à cette troisième vague qui semble être dangereuse. D'où cet appel de la province du Kasaï à l'endroit du gouvernement central et autres personnes de bonne volonté. C'est pour nous ici l'occasion de lancer un vivant appel, un message au niveau du gouvernement central pour que le gouvernement nous vienne à l'aide. Que le partenaire technique et financier qui peuvent nous apporter une assistance, qui ne puisse pas exister, que toute personne de bonne volonté, opérateur économique, vienne en aide à la province du Kasaï parce que à nous seuls, nous ne saurons pas nous en sortir. Avec le flux migratoire qu'il y a entre la province du Kasaï et celle de Kinshasa, l'épicentre de la maladie à coronavirus, l'observance des gestes barrières de lutte contre la COVID-19 s'impose à tous pour venir à bout de cette maladie. Il semble être peu connu du grand public et pourtant il joue un rôle important dans le système judiciaire. Les tribunaux de commerce créés pour désengorger les tribunaux de grandes instances ont-ils apporté solution aux problèmes posés? Jacques Mégy tente de répondre à cette question dans cette chronique. La plupart des nations du monde, il existe des juridictions judiciaires spécialisées dites tribunaux de commerce. En République démocratique du Congo, ces juridictions spécialisées ont pour base légale la loi du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Est-ce la population en est-elle suffisamment informée en termes de leur rôle, de matière traitée et du champ d'application? La tribunal de commerce, mais je ne sais pas, la tribunal de commerce, mais quel est son travail? Je ne sais pas, s'il vous plaît. Bon, tribunal de commerce, nous tous avons été bien en côté, tout qui part, tout dit que rôle dans côté, à tes cigares, ils ont besoin de barrer. Tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, ça dit ça sert pour gérer des conflits. Ça sous-entend un tribunal auprès duquel les commerçants, les gros capitaux, cherchent un peu à trouver solution à leur contentieux commercial. Que dire des opérateurs économiques? Sont-ils au courant de l'existence de ces tribunaux? Quand on dit tribunal de commerce, on voit déjà les commerçants. S'ils ont leurs problèmes, je vois que c'est ce tribunal qui doit traiter ça. Cette juridiction-là traite les contentieux des commerçants. Lorsqu'on a créé le tribunal de commerce, tous nous étions curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais on a trouvé que si nous avons des problèmes entre nous les commerçants, nous pouvons y aller.
Et si nous avons des problèmes avec un particulier ou avec la banque, on voit que ça barde. Finalement, c'est les tribunaux de commerce qui nous aident à nous départager. Pour en savoir plus, le président du tribunal de commerce de Kinshasa Matete, Hubert Mboukou, a accepté de nous éclairer. Les activités dévolues à ces tribunaux de commerce étaient jadis confiées aux tribunaux de grande instance. Pour garantir la célérité dans le traitement des affaires au quotidien, et il y a eu création des tribunaux de commerce. Et en ce qui concerne les tribunaux de commerce de Kinshasa Matete, son existence effective date du mois de novembre 2007. Ici à Kinshasa, nous avons 2 tribunaux de commerce. Il y a le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe et il y a le tribunal de commerce de Kinshasa Matete. Les matières que nous traitons, nous, tribunaux de commerce, ces matières tournent essentiellement autour de l'article 17. 17 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Et là, il y a les contestations liées aux engagements entre les commerçants, les contestations aussi entre associés. Nous traitons aussi de la faillite, nous traitons également des matières pénales et économiques. Il y a notamment les infractions des faux en écriture et usage des faux. Il y a aussi la concurrence déloyale et tant d'autres. Et non seulement cela, il ne faut pas avoir seulement l'aspect infractionnel quant à ce qui concerne les matières pénales et économiques. Nous aussi, nous avons ce rôle-là d'être une sécurité juridique et judiciaire pour les opérateurs économiques. Nous garantissons le climat des affaires. Lorsque les opérateurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, investissent dans notre pays, il y a de l'emploi. Et avec comme effet d'entraînement, les familles vivent. Et c'est ça même le social. Le social que prend le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, c'est ça. Au nombre de juges qui siègent dans les tribunaux de commerce, il existe des juges consulaires. Mais quel est leur rôle et comment les détient-on? Dans ce fonctionnement, vous avez des juges de carrière, qui sont des magistrats de carrière, et vous avez aussi de l'autre côté des juges consulaires, qui ne sont pas des professionnels de la magistrature, mais qui sont d'abord des commerçants ou des professionnels de certaines professions réglementées, qui sont élus par leurs pairs, ça veut dire qu'ils proviennent des corporations patronales, et au Congo, il y en a 4 qui sont le plus représentatifs du patronat, c'est la FEC, c'est la Copemeco, c'est la NEP et la FENAPEC. Alors, les juges consulaires qui siègent aujourd'hui dans les tribunaux de commerce ont été élus, parce qu'il y a une élection qui est organisée avec toutes les parties prenantes, notamment la Cour d'appel, et le ministre va entériner ces élections par un arrêté. Ainsi, les juges consulaires vont rentrer en fonction après avoir prêté serment, et ils sont là dans les tribunaux de commerce pour éclairer la religion des magistrats de carrière, surtout sur ces questions qui sont des questions spécifiques, des questions qui nécessitent que les commerçants ou les professionnels de certains domaines spécifiques puissent apporter leur expertise. Au sujet de l'existence aux tribunaux de commerce, les avocats donnent leur impression. Les juges civils étaient tout à fait très comblés d'analyser les dossiers tant civils, les dossiers tant commerciaux, et on a raison à nos législateurs qui ont passé ça. Les tribunaux de commerce sont faits pour des besoins des sociétés dites commerciales, des personnes dites commerçants. Ils sont vos clients? Oui, nous ne faisons que les accompagner, étant donné que nous sommes des techniciens de la procédure. Donc c'est une innovation pour permettre à ce que des questions économiques et commerciales puissent être gérées par des personnes habilitées à le faire, qui sont spécialistes en cette matière. Les tribunaux des commerces sont des juridictions spécialisées de l'ordre de juridiction judiciaire, chapeautées par la Cour de cassation.
Sur le plan continental, le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné hier son nouveau gouvernement. Pendant ce temps, se tenait en Angleterre le sommet de grande puissance de G7. Après 3 jours de discussions, les dirigeants ont salué le front commun autour de vaccins contre la Covid-19 et du climat. Le résumé de l'actualité africaine internationale commenté ici par Getio Matoukou.